Voilà, vous venez d'écouter Cédric Villani qui vient de présenter sa candidature à la mairie de Paris. Il a évoqué le pari des sciences, le pari de la mode, le pari culturel. Il a évoqué les frustrations de la vie à Paris aujourd'hui. Il a annoncé qu'il serait le premier maire écologiste, dit-il, qui veut en faire une ville douce, au loin des groupements d'intérêts. Il veut remettre le gouvernement des choses au service des femmes et des hommes. Et il remarque l'inadaptation des processus et des fonctionnements d'appareils que nous dénoncions il y a quelque temps, allusion à la désignation récente en juillet de Benjamin Griveaux à La République En Marche. Voilà pour ce qu'a dit Cédric Villani, qui a donné son slogan « Vivons Paris ». Bonsoir Sibeth Ndiaye, merci beaucoup d'être notre invité ce soir. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Vous avez participé au séminaire gouvernemental qui était un peu la rentrée du gouvernement. On va en parler dans un instant. Mais bien sûr, évidemment, ma question, Cédric Villani, premier dissident, premier frondeur du macronisme? Je ne sais pas s'il est dissident ou frondeur. En tout cas, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que, à titre personnel, je suis bien sûr déçue par le choix qu'il fait. Donc, je regrette la décision qui est la sienne parce que Cédric Villani est un marcheur. C'est un marcheur qui a accédé à des responsabilités importantes en devenant député par un processus qu'il dénonce aujourd'hui, puisqu'il a été désigné parmi des centaines de candidats sur la circonscription qui est la sienne en Essonne. Et donc, évidemment, c'est une déception parce que des mains ont été tendues, des promesses avaient été faites, il s'était engagé à respecter le processus qui était le nôtre au sein du mouvement. Ce n'est pas finalement le choix qu'il fait, et évidemment, je ne peux que le regretter. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il ne respecte pas la règle et que dans le fond, il n'est pas fidèle ou il n'est pas reconnaissant à La République En Marche. Vous savez, la règle pour la règle, moi je n'y crois pas tellement. Si on a à un moment donné participé à un mouvement, qu'on a contribué à le construire, et c'est le cas de Cédric Villani, c'est qu'on a un attachement. Et pour pouvoir avoir un mouvement, pour pouvoir construire quelque chose de collectif, en quelque sorte, il faut se fixer des règles, il faut dire comment on fonctionne ensemble. Ces règles, elles ont été acceptées, parfois elles ont servi à son avantage, et lorsqu'elles ont servi à son détriment, et je peux comprendre complètement qu'à un moment donné, il ait été déçu. Tout le monde aurait été déçu quand on a un engagement pour sa ville, quand on a envie d'accéder à des responsabilités et qu'on ne les obtient pas. Je comprends qu'on soit extrêmement déçu. Est-ce que pour autant, il faut bousculer les règles de notre vie commune? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, le sens du collectif qui est le mien ne m'aurait pas poussé à faire ces choix-là. Et Sibeth Ndiaye, vous avez remarqué, il a dit qu'il vivait cela en homme libre. Il a dénoncé les fonctionnements d'appareils en disant que c'était ce qu'il dénonçait avant. Il a même fait une allusion et même cité René Char, le poète préféré du président Macron. Donc c'est une façon, on l'a déjà entendu, de se dire et de dire aux Parisiens, d'une certaine façon, je suis un peu une forme d'Emmanuel Macron. Je prends un peu la méthode Macron à mon crédit. Je crois que peu de personnes peuvent se comparer au président de la République, donc je ne commenterai pas le choix qu'il fait de s'inscrire de cette manière-là, peut-être de manière un petit peu, comment dire, taquine dans les pas du... Présomptueuse pour vous? Disons que je répète qu'il y a, je crois, peu de personnes, au vu du talent du président de la République, qui peuvent complètement s'inscrire dans ses pas. Mais après, je respecte évidemment la décision qui est la sienne. Moi, je crois très profondément que ce qui a fait une des caractéristiques d'En Marche, c'est d'être un mouvement qui refuse de tomber dans le piège des divisions. Et là où, par le passé, des partis ont fait le choix des primaires, on a vu le résultat que ça a pu donner pour les Républicains et même pour le Parti socialiste, nous avons fait, au contraire, le choix de fonctionner par consensus. De faire en sorte ça que... Ça n'a pas marché, vous le voyez bien. Bien sûr. Ça n'a pas marché. Il y a eu le sentiment que c'était un processus opaque qui n'était pas sincère. De toute évidence, évidemment, quand on perd, on a l'impression que c'est injuste et qu'on n'aurait pas dû perdre. Vous savez, dans ce processus électoral, enfin plus exactement dans ce processus de construction d'une candidature pour la mairie de Paris, il y a d'autres personnes qui ont voulu rentrer dans cette compétition, qui l'ont entamée et puis qui ont fait d'autres choix. Je pense par exemple à Mounir Majoubi, qui a quand même quitté le gouvernement parce qu'il souhaitait
pouvoir être dans cette compétition-là, qu'il a été pas tout à fait jusqu'au bout et qui a fait le choix, en conscience, de discuter avec le candidat qui avait été désigné par la République. Il est rentré maintenant auprès de Benjamin Griveaux. Bien sûr, mais il n'est pas rentré auprès de Benjamin Griveaux par intérêt, si ce n'est un intérêt collectif, en considérant que les propositions qu'il faisait avaient été pour partie intégrées dans la vision qu'a Benjamin Griveaux. Et je crois que cette dynamique de rassemblement, elle apporte aussi la démonstration que En Marche, si on veut être différent, si on veut marquer une nouvelle étape dans ce que sont les processus politiques, il faut qu'on soit capable de démontrer, d'abord qu'on sait pardonner, qu'on sait avancer, et qu'on sait garder les bras ouverts. Justement, du coup, est-ce qu'il faudrait qu'il soit exclu parce qu'il n'a pas respecté la règle de désignation? Il sort un peu, justement, du fonctionnement du parti? Alors moi, je ne fais pas partie des instances décisionnaires d'En Marche, et donc il faut laisser à son délégué général, à Stanislas Guérini, et aux membres du bureau exécutif, le choix de décider. Alors la reine vient de dire qu'il ne l'excluait pas, mais vous êtes une proche de Benjamin Griveaux, vous avez vécu tous les débuts de la campagne d'Emmanuel Macron. Vous auriez préféré qu'il soit exclu? Vous auriez préféré qu'il y ait une forme de sanction de ce comportement? Je crois que ce n'est pas quand on sanctionne qu'on est les plus bienveillants. Et moi, je crois très profondément que ce qui différencie En Marche des autres partis politiques, c'est notre capacité à avoir de la bienveillance. On a été bienveillant dans d'autres circonstances. On a toujours considéré que faire dialoguer les individus, y compris dans des moments de conflit, y compris dans des moments de tension, tels que celles qu'on est en train de connaître aujourd'hui à Paris, c'était mieux. Et pour en avoir discuté justement avec Benjamin Griveaux, je peux vous assurer qu'il ne souhaite pas que nous tombions collectivement dans le piège de la division. Est-ce que Emmanuel Macron a appelé Cédric Villani? Est-ce qu'il lui a parlé? Est-ce qu'il a essayé de le convaincre de ne pas y aller? J'en ai aucune idée, je ne pourrais pas vous répondre. Est-ce que il joue une forme de darwinisme, c'est-à-dire, on l'a dit un peu, que le meilleur gagne? Il y a Benjamin Griveaux qui est désigné par le parti, et puis Cédric Villani qui va en dissident. Mais si, dans le fond, les sondages indiquaient que Cédric Villani était meilleur, à ce moment-là, La République En Marche soutiendrait Cédric Villani? D'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que le mouvement a fait le choix de soutenir la candidature de Benjamin Griveaux. Parce que Benjamin Griveaux, c'est un homme qui est courageux, qui, depuis très longtemps, a montré son intérêt pour Paris, a travaillé avec les Parisiens et donc est arrivé très préparé devant notre commission nationale d'investiture, a déployé. Il ne sera pas lâché si les sondages changeaient. Il sera toujours le candidat du parti, du mouvement. Benjamin Griveaux est le candidat de La République En Marche et le restera. Et il n'y aura pas de sélection naturelle, de primaire sauvage en quelque sorte? Moi, si on avait dû écouter les sondages, Emmanuel Macron n'aurait pas été président de la République. Donc moi, je n'y crois pas forcément. Je pense que ce qui est important, c'est la manière dont la campagne va se dérouler sur le terrain, la manière dont Benjamin Griveaux va pouvoir raconter aux Parisiens les raisons qui l'ont poussé à avoir cet engagement. Et je crois très profondément qu'il a en quelque sorte Paris dans les veines et que la manière dont il a envie de construire, y compris de co-construire les solutions qu'il proposera aux Parisiens, de les ancrer véritablement dans le réel. C'est ce qu'a dit Cédric Villani aussi. Il a aussi voulu dire la participation. Il s'est adressé aux Parisiens. C'est donc la preuve qu'il y a des racines communes. Et donc vous espérez qu'ils se retrouvent aussi commun. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas insulter ce que sera l'avenir. Aujourd'hui, on déclare des intentions. C'est ce qu'a fait Cédric Villani. Il nous a dit ce soir qu'il souhaitait être candidat à la mairie de Paris. La mairie de Paris, c'est 17 élections dans lesquelles, pour pouvoir prétendre à devenir maire de Paris, il faut préparer des candidats, présenter ces candidats. Il faut aussi avoir un projet quasiment quartier par quartier. Et nous verrons dans les semaines à venir. Mais le candidat de La République En Marche, il a un nom et c'est Benjamin Griveaux. Ça ne vous inquiète pas pour le reste des municipales? On élargit un petit peu, s'il peut y avoir à Lille, à Montpellier, dans d'autres villes, des dissidents aussi, qui dans le fond ne seraient pas exclus, puisque Cédric Villani n'est pas exclu. Ça va être un peu comme ça, les municipales à La République En Marche? Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun de nos marcheurs. La responsabilité, c'est admettre que parfois, les choix qui sont faits ne sont pas des choix qui nous sied. C'est admettre que parfois, on n'est pas l'élu, que parfois, on n'est pas la bonne personne au bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des qualités.
Ça veut tout simplement dire que la rencontre entre une personnalité, une ville, une équipe ne se fait pas. C'est pas pour autant grave. Même si vous dites gentiment comme ça, bon, désolé, il faut accepter, il faut être responsable. Il y en aura des dissidents, il y en aura. Alors à ce moment-là, déjà c'est pas très lisible la campagne municipale pour La République En Marche. C'est la première fois. On voit bien qu'il y a un peu un problème de la mue du mouvement qui est fondé comme ça sur son créateur Emmanuel Macron. Et comment est-ce qu'il va s'enraciner? Alors il y a une alliance qui se dessine avec Christian Estrosi à Nice, à droite, et puis une alliance avec Johanna Rolland à Nantes, à gauche, etc., etc. Donc on a déjà un peu de mal à comprendre comment vous allez vivre ces municipales. Et en plus, il y aura peut-être des dissidents à droite, à gauche. Je crois que, en fait, la manière dont on construit ces municipales est en quelque sorte consubstantielle à ce qu'a été En Marche depuis le départ. En Marche ne s'est jamais prétendu de gauche ou de droite. On a toujours considéré que nous étions et de gauche et de droite en même temps. Et que nous étions en train de construire une alternative politique qui fasse fi des vieux clivages partisans et qui propose une autre manière de faire les choses. Et donc pour les municipales, il y a des endroits où des projets portés par des maires sortants, qu'ils soient de droite, historiquement, ou qu'ils soient de gauche, historiquement, sont des projets qui nous conviennent. Et donc assez naturellement, on va les soutenir. On ne va pas ajouter de la division devant les Français, là où on peut se rassembler avec des personnalités. Alors, parlons de cette rentrée. J'ai envie de dire, c'est quand même l'épine dans le pied de cette rentrée qui était, un G7 plutôt réussi, et puis des réformes qui s'annoncent. Et surtout, alors, un ton, la négociation, la concertation déclinée justement sous toutes ses formes. Vous diriez que c'est une rentrée totalement différente. Il y a un mot pour la résumer pour vous ? Moi, je dirais que c'est un peu une rentrée de mobilisation générale. Parce qu'aujourd'hui, et on a eu un séminaire du gouvernement, alors en soi, les séminaires du gouvernement n'intéressent pas tellement les Français. Ce qui est intéressant au fond, c'est la raison pour laquelle nous le faisons. Et si nous avons éprouvé le besoin pour le président de la République et pour le Premier ministre de réunir l'ensemble de l'équipe gouvernementale, les ministres, les secrétaires d'État, le nouveau haut-commissaire en charge de la réforme de retraite, exactement, que je salue. Si nous avons éprouvé le besoin de les réunir, c'est parce que, de manière régulière, c'est important de bien définir ce que sont nos priorités. Et dans cette rentrée, on a des priorités sur l'écologie, on a des priorités sur une réforme de société majeure que nous nous apprêtons à mener, qui est la réforme des retraites. Justement là-dessus, soyons francs, on n'a rien compris. C'était très clair. Non, parce qu'on nous dit, pendant 18 mois, il y a des consultations autour de Jean-Paul Delevoye. Puis le président dit finalement au cours d'une interview il y a une semaine qu'il n'y aura plus ce fameux âge pivot évoqué par Jean-Paul Delevoye à l'issue de ces consultations. Et puis aujourd'hui, le Premier ministre, quand il fait rencontre de ce séminaire, il dit on remet tout à plat. Donc les uns contredisent les autres. On a l'impression qu'il n'y a pas de visibilité en réalité. La ligne directrice, je crois qu'elle est extrêmement claire et elle n'a pas varié d'un iota. D'abord, il y a une raison pour laquelle nous faisons, ou des raisons pour lesquelles nous avons décidé de réformer en profondeur un système qui ne fonctionne pas. C'est la première chose. Oui, mais avant d'y revenir, d'abord juste, est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une forme on va tout recommencer à zéro? Non, et vous savez déjà, la droite vous reproche d'être immobiliste, parce que après 18 mois de consultation avec Jean-Paul Delevoye, le Premier ministre annonce encore presque un an, des mois de négociations encore. Alors, je vous avoue que quand la droite dit qu'on est immobiliste, comment dire, comme je suis très bienveillante, je ne vais pas dire des choses méchantes, mais je crois que s'il y a un gouvernement à qui on ne peut pas avoir reproché pendant les 2 mois et demi d'exercice de responsabilité... Les 2 ans, pardon. Les 2 ans et demi d'exercice de responsabilité, je crois que c'est vraiment le gouvernement qui est le nôtre parce que nous avons mené énormément de réformes. Mais je mets ça sur le compte d'une amnésie passagère. Pour ce qui est de la réforme des retraites, on est face à une réforme qui a en vérité, un débat de société. Un débat de société dans lequel on va s'interroger, dans un monde qui change, dans un monde où finalement nos vies ne sont plus linéaires, on va s'interroger sur la manière dont on s'y adapte. C'est ce que nous avons fait en partie déjà avec d'autres réformes, sur le travail, sur l'école. Puis c'est ce que nous allons faire pour parler de la réforme du système des retraites. Et ça, c'est important de prendre le temps d'en discuter. Oui, mais c'était fait théoriquement. Ça fait 18 mois que Jean-Paul Delevoye discute. Oui, sauf que, alors on discute sans arrêt maintenant. Non, ça vous allez tout changer. Alors il y a pendant 2 ans et demi, on va au pas de charge. Et puis maintenant, on discute. Il ne s'agit pas, comme vous le faites, de croiser les bras. Il s'agit au contraire de considérer que quand on a une réforme, qui est une réforme aussi importante, on prend le temps de la discussion. Puis vous savez, moi j'ai entendu en France qu'il y avait eu une crise sociale importante. C'est la crise des Gilets jaunes. Dans cette crise,
qu'est-ce que nous ont dit nos concitoyens? Pas que les Gilets jaunes. Quand on a écouté le grand débat national, qu'est-ce qu'on nous a dit au fond? On nous a dit, c'est bien sympa, ah ça vous réformez, hein. Ah ça vous réformez pour nous. Mais est-ce que vous pourriez un petit peu réformer avec nous aussi? Et ce que nous avons voulu changer, ce que le président de la République nous a demandé de changer dans notre manière de gouverner, c'est de faire avec les gens. En quelque sorte, de les emmener dans la cuisine avec nous et de leur montrer la manière dont nous construisions les réformes. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Mais ça ne fait pas perdre du temps, ça ne fait pas apparaître... Mais ça en fait gagner, un sondage Elab aujourd'hui pour BFM TV dit que les Français, une majorité de Français, trouvent que vous allez trop lentement. Comment jugez-vous le rythme des réformes engagées? 41%, trop lent. Alors, vous savez, moi, j'ai appris à pas tellement me fier aux sondages parce que je me rappelle du printemps 2018 où on avait beaucoup de sondages qui disaient oh, les Français ont tourni, il y a trop de réformes, il y en a dans tous les sens. Donc, je pense qu'il faut prendre tous ces sondages avec beaucoup de prudence, si ce n'est de distance. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, quand on a une réforme qui est aussi importante, il faut embarquer les gens avec vous. Concrètement, quand on a eu la taxe carbone et qu'on a eu des personnes qui ont manifesté sur des ronds-points en disant le pétrole est trop cher, on avait d'un côté une idée qui était très juste, qui était de considérer qu'il fallait prévenir le changement climatique et donc réduire notre consommation de pétrole. Puis on a foncé bille en tête. Et le résultat, c'est qu'on a eu la crise des Gilets jaunes. Les choses sont un peu plus compliquées que ça. Oui, mais donc vous ne recommencerez plus... Mais donc, il ne s'agit plus de faire au nom des gens, mais de faire avec les gens. Et en fait, c'est le leitmotiv que nous allons avoir. Quel est le calendrier? Dans combien de temps? Le calendrier, d'abord, on veut être dans le respect vis-à-vis des organisations syndicales. Donc, le Premier ministre, pendant 2 jours, avec Jean-Paul Delevoye, Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, va rencontrer les organisations syndicales. Il souhaite leur donner la primeur de l'étalement du calendrier, mais on n'est pas, on ne repousse pas s'inédier cette réforme. Après les municipales ou avant les municipales? Elle aura lieu au cours de l'année 2020. Vous savez, le débat public, il est installé. Plus exactement, il commence à s'installer. Nous aurons un débat national avec les Français et nous aurons une concertation, une négociation avec les organisations syndicales. Avant l'été, ce sera prêt? Parce que Gérald Darmanin a dit que ça durera 1 an. Le Premier ministre est revenu là-dessus en disant... Je crois que en général, c'est plutôt le Premier ministre qui a une bonne vision de l'ensemble de l'action du gouvernement. Et donc, nous devrons prendre quelques mois. Mais moi, vous savez, je ne peux pas vous dire... Après les municipales et avant l'été, c'est ça? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de temps ça nous prendra. De quoi devons-nous discuter? On doit discuter du système que nous voulons atteindre. On doit discuter de la manière dont nous faisons converger 42 régimes de sécurité. Il n'y aura plus de régimes spéciaux? Il n'y aura plus de régimes spéciaux. C'est sûr. Nous avons vocation à avoir un système qui soit universel. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il n'y aura pas des particularités qui pourront être prises en compte? Moi, je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui des militaires. Est-ce que vous avez franchement envie qu'un militaire qui a 55 ans ou 60 ans soit envoyé sur un théâtre d'opération de Chamal ou de Barkhane? C'est pas raisonnable. Donc on sait très bien qu'il y a des carrières très précises pour lesquelles il y a besoin d'avoir des aménagements. C'est le cas des militaires. Ça s'appelle les régimes spéciaux. C'est le cas, non, c'est le cas des militaires, c'est le cas des policiers par exemple. Puis vous avez des métiers dans lesquels il y a de la pénibilité. Ces métiers, ce ne sont pas des métiers qui bénéficient aujourd'hui de régimes spéciaux, c'est des métiers qui bénéficient de dispositifs pour la pénibilité du travail, de dispositifs peut-être pour les carrières longues. Souvent, on a des carrières longues et un métier pénible. Et donc, il faut qu'on soit capable de s'adapter à ce que sont les Français. Mais au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui me révolte, moi, profondément dans le système? C'est qu'on nous dise tous les jours, matin, midi et soir, qu'en France, on part à 62 ans à la retraite. Et de savoir que dans le même temps, il y a une femme sur 5 qui part à 67 ans parce qu'elle a une carrière courte, hachée, parce qu'elle a eu des enfants, parce qu'elle a été souvent au chômage et qu'elle a travaillé à temps partiel. Mais on a l'impression quand même que vous voulez un peu tout en même temps. Que ce soit égalitaire, universel, qu'en même temps les carrières longues ne soient pas pénalisées, qu'en même temps il y ait l'équilibre quand même du régime des retraites et donc que l'équilibre soit en 2025. En fait, vous voulez tout à la fois, et à un moment donné, ça va poser problème, parce qu'il y a des contradictions. Je pense que nous sommes un gouvernement ambitieux et que les Français ne nous ont pas désignés... Oui, mais du coup, on ne va pas vous croire. Parce que peut-être que vous dites pas franchement... Pardon, j'ai envie de vous dire ce que nous avons fait hier est la meilleure garantie de ce que nous pourrons faire demain. Et ceux qui ont été à l'UNEF en même temps que moi pourront se reconnaître dans un slogan que je recycle là. Tout ça pour vous dire que nous avons su être extrêmement volontaristes. Nous n'avons rien perdu de notre détermination, ni de notre volonté. Ce que nous voulons tout simplement, c'est embarquer les Français avec nous. C'est faire en sorte que demain, lorsque cette réforme des retraites se déploiera, lorsque cette réforme rentrera en vigueur, que chacun des Français qui sont aujourd'hui
de futurs retraités se sentent à l'aise avec ce système, soient d'accord avec ses modalités de solidarité, avec ses modalités de... Il y aura des perdants quand même. Moi, je crois qu'il ne faut pas se poser la question de cette manière-là. Il faut se poser la question, finalement, du projet de société qu'on a ensemble. Le projet de société qu'on a ensemble, moi, j'y crois très profondément. C'est un projet de société solidaire, dans lequel on redistribue entre ceux qui ont un peu plus et ceux qui ont un peu moins. Et dans lequel, c'est encore mieux, on redistribue beaucoup entre ceux qui ont vraiment beaucoup et ceux qui ont vraiment très peu. Et aujourd'hui, quand vous regardez les carrières, on va dire, hachées, souvent des carrières de femmes, quand vous regardez des gens qui toute ça leur vous vie, réglerait, c'est ce que vous dites. Exact. Ça, ça c'est pour moi c'est le moteur principal de cette réforme des retraites, c'est avoir quelque chose qui soit juste et qui soit redistributif. Merci beaucoup, merci Sibeth Ndiaye d'être venue sur notre plateau pour cette rentrée. Et évidemment, on l'a compris, la réforme des retraites, elle va être au cœur de l'année qui vient avec les élections municipales.